Et la paracha de la révélation de Yosef à ses frères. Comme on voit dans les versets qui se trouvent devant nous, Velo yachol Yosef leitapek. Yosef ne put se contenir malgré tout ce qui l'entourait. Il s'écria: faites sortir tout le monde d'ici. Et nul homme ne fut présent lorsque Yosef se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent. La maison du Pharaon l'entendit. Et il dit à ses frères: je suis Yosef. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car il les avait frappés de stupeur. Évidemment, depuis la dernière fois où il l'avait rencontré, c'était écoulé entre-temps 22 ans. Yosef dit à ses frères: approchez-vous de moi, je vous en prie. Et ils approchèrent, et il reprit: je suis Yosef, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Et maintenant, ne vous affligez point, ne soyez pas irrités contre vous-même de m'avoir vendu pour ce pays, car c'est pour le salut que Akadosh Baruch Hu m'y a envoyé avant vous. Alors, ce que l'on voit, c'est que dans la révélation de Yosef à ses frères, il y a deux étapes. Dans une première étape, il leur dit: c'est moi Yosef. Évidemment, ils vont s'évanouir. Et après qu'il a vu leur réaction, alors on voit que Yosef, dans un deuxième temps, fait ce qui est nécessaire pour les calmer. Donc il y a en fait deux étapes. Il y a une première étape où il y a comme point essentiel la révélation de Yosef à ses frères. C'est moi, vous êtes devant lui. Et il attend évidemment de voir comment ils vont réagir. Comme quand on dit quelque chose de très surprenant à quelqu'un, dans un premier temps, on voit sa réaction. Ensuite, en fonction de sa réaction, on voit comment on va agir pour l'aider à surmonter la surprise qui est arrivée. Alors, nos sages ont étudié ces deux étapes. Les sages ont parlé et ont tiré les leçons, les enseignements qui sont à tirer de ces deux étapes de la révélation de Yosef à ses frères. Alors, verset 2. Je suis Yosef. Malheur à nous au jour du jugement. Malheur à nous au jour des réprimandes. Si les frères furent consternés au point de ne pouvoir répondre à la réprimande de Yosef, qui n'était pourtant que leur cadet, que sera au jour du dernier jugement, lorsque le Saint béni soit-il demandera des comptes à chaque être humain? Cette sentence est rapportée avec certaines variantes dans le Talmud, et elle nous incite à la réflexion suivante. Alors, qu'est-ce qui est ici à comprendre? C'est qu'en réalité, Yosef n'a fait aucune réprimande à ses frères. Il leur a dit: je suis Yosef. Vous entendez? C'est-à-dire que il leur a dit: je suis. Il leur a dit dans un premier temps, d'accord? Vayiten et kolo vayomer Yosef elechav ani Yosef. Je suis au verset 3. Vayomer Yosef elechav ani Yosef. Aod avichai. Il a dit deux choses. Premièrement, je suis Yosef. Deuxièmement, est-ce que mon père est encore vivant? Alors, a priori, dans ce que Yosef vient de dire, il n'y a pas une remontrance, il n'y a pas une réprimande, il n'y a pas nous, imaginez-vous ce que vous avez fait. Et pourtant, nos sages, de ces simples mots, ont tiré une leçon qui doit évidemment inspirer beaucoup de réflexion à chacun, en se disant: écoute, regarde un peu ce qui est arrivé entre des hommes. Imagine-toi quand l'homme, lui, devra se présenter devant le juge suprême. Mais en réalité, il y a là quelque chose, une leçon qui est profonde, et ce que le Rav Munk veut maintenant nous faire découvrir. Les frères s'étaient toujours considérés comme étant dans leur droit le plus strict en agissant avec Yosef,
comme il avait fait. En réalité, on peut facilement comprendre que les frères n'auraient pas agi de cette façon s'ils ne s'étaient pas trouvé des raisons pour le faire. On ne vend pas son frère comme ça parce que le matin on a un coup de tête. D'accord? Si on le fait, et si on arrive à cette étape-là, cette extrémité, où dans un premier temps d'ailleurs ils n'ont même pas voulu le vendre, ils ont voulu le tuer. S'il n'y avait pas l'intervention et de Réhouven et ensuite de Yehuda, il aurait tué. Donc il y a eu quelque chose. Alors, il faut savoir qu'en réalité, les frères de Yosef étaient convaincus qu'ils avaient raison, que c'était leur droit le plus strict de le faire. C'est là que se situe le problème. Si tu arrives, lors d'un jugement, à la conclusion que quelqu'un est passible de la peine de mort, ben, si c'est la conclusion, il faut le faire. Il n'y a pas le choix. Mais le problème est toujours de savoir, est-ce que tu es arrivé à la bonne conclusion? Alors, c'est ce que le Rav Mouk maintenant va nous expliquer. Ils avaient invoqué une série de motifs légaux, comme nous l'avons montré au commentaire avant. Et ils s'étaient peu à peu convaincus de leur entière innocence. Pourtant, lorsque l'heure de vérité sonna, après un intervalle de 22 ans, il leur suffit d'entendre les deux mots « Ani Yosef » de la bouche de Yosef pour être frappés de stupeur au point de ne pouvoir trouver aucune réponse. Devant cette simple réprimande de deux mots, le voile du mensonge se déchira brusquement. Et les frères prirent soudainement conscience de l'inanité, de toutes leurs excuses, de tous leurs prétextes et du beau système de défense qu'ils s'étaient échafaudés pendant de longues années. Toutes nos bonnes raisons qui tendent à nous disculper ne résistent pas à la lumière aveuglante de la vérité. Que sera alors, au jour du jugement suprême, lorsque Dieu nous demandera compte de nos actes? Alors, le Rav, ici, nous explique quelque chose de fondamental. La meilleure remontrance, c'est pas de commencer à faire de longs discours et de longs discours de morale pour expliquer à la personne combien son attitude a été reprochable. Non, parce qu'en réalité, il y a un point de vérité qui, lorsque la personne rencontre ce point de vérité, tout le château de cartes qui avait été échafaudé s'écoule, s'écroule, et il n'y a plus rien à dire. Mais à un moment donné, ils ne se sont pas remis en question lorsque... Qui ça? Les frères de Yosef. Est-ce qu'ils ne sont pas depuis remis en question? Non, à un moment donné, oui, bien précis. Mais ils ont continué à penser que c'était peut-être extrême, comme ça a été dit avant, mais c'était quand même fondé. On a peut-être réagi de façon un peu extrême, surtout quand ils ont vu la peine et la souffrance de leur... Qu'est-ce que Yosef leur demande? Ani Yosef, et ensuite, est-ce que mon père est encore vivant? Les frères, ils ne sont pas bêtes, ils ont tout de suite compris. Quel est le rapport? Ani Yosef, et à cause de ce que vous avez fait, vous avez laissé mon père en vie? Oui. Parce qu'après ce que vous avez fait, ça m'étonnerait qu'il soit encore vivant. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'en réalité, la meilleure réprimande, le meilleur reproche, c'est tout simplement de dire la vérité. Et après un certain temps, la personne a du recul, on le voit. Chacun de nous a cette expérience, qu'il agit des fois d'une certaine façon, et après un certain temps, il commence à réfléchir à ce qu'il a fait, et dit, mais en fait, j'avais tort. J'étais persuadé, j'étais sûr de mon droit, mais après un certain temps, je dis, mais en fait, j'avais tort. Israël et les nations. Je pense que c'est l'exemple.
Ah, vous êtes arrivé à l'ONU. Ça y est, il nous a amenés à l'ONU. C'est récent, c'est récent. Raham David nous a amenés à l'ONU. Voilà. Il fallait s'y attendre. Et évidemment, le jour de la vérité, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être. Ils trouvent à genoux en train de ramper pour essayer de nous demander pardon. Sauf le taux. Moi, je réagis à cette question quand il a dit « Est-ce que mon père est vivant ?» Et je me demande comment Yosef, étant donné qu'il était déjà bien installé, comme avec des fonctions vraiment royales, comment n'a-t-il pas pu endiguer cet état-là en envoyant des messagers vers son père pour lui dire « Écoute, mon père, je suis vivant, ne t'inquiète pas. » Il a laissé, lui, comme ses frères, tous les deux ont laissé leur père dans la peine et dans le deuil pendant 22 ans. Moi, c'est quelque chose que tous les ans je me pose, dont je n'ai jamais trouvé la réponse. Alors, il est possible que cette année aussi, on n'ait pas de réponse. Il est possible, il est possible. Et là, je voudrais quand même faire deux remarques à ça à propos de votre question, Abraham, que je crois avoir d'ailleurs entendu dans les années précédentes. Je vous le dis, ça fait tous les temps que je viens vous voir. Je vous écoute. Non, parce que cette question, vous comprenez bien qu'elle ne vous chatouille pas seulement vous, elle chatouille tout le monde. Mais il y a quand même deux remarques à faire. Premièrement, Yosef ici, évidemment, veut amener ses frères à une prise de conscience dans leur intérêt. Parce que c'est grave de laisser la personne dans l'erreur, parce que s'ils finissent comme ça leur carrière en ne regrettant pas et en n'essayant pas de réparer ce qu'ils ont fait, c'est un lourd compte. Vous savez que toute personne, d'abord il faut savoir qu'il y a une halakha. Vendre quelqu'un, kidnapper quelqu'un et le vendre, il y a une halakha. Kidnapper quelqu'un et le vendre, c'est considéré comme un crime. Il est chayav mita. Celui qui fait ça, il est chayav mita. Donc les frères de Yosef étaient chayav mita. L'otignov, ça fait référence à... L'otignov de Aseret Adibrot, ça fait référence à ça. Le Lotignov des 10 commandements, il parle de ça. Alors, donc, imaginez-vous, Yosef voit ses frères et il voit devant lui des gens qui sont appelés à être jugés de quelque chose d'extrêmement grave. Ils ont fait quelque chose de très grave. C'est pas... Non, ils ont vendu. Alors, on va dire, mais ça s'est bien terminé. Ça, Yosef va en parler dans la deuxième étape. Dans la deuxième étape, comme je vous l'ai expliqué au début du cours, il y a deux étapes dans la révélation de Yosef à ses frères. Dans la première étape, premièrement, il y a une prise de conscience. Il ne peut pas y avoir de tchouva et il ne peut pas y avoir de kapara sans prise de conscience. Aujourd'hui, l'idée de la kapara est très à la mode. Mais la kapara réclame une tchouva. La kapara c'est un korban. Mais le korban n'était accepté que s'il y avait tchouva. Il n'y a pas de korban sans tchouva. Si quelqu'un vient dire, on lui dit, est-ce que tu regrettes d'avoir transgressé Shabbat? Pas du tout, j'ai bien profité. Mais j'ai amené un korban parce que le rabbin il a dit qu'il fallait amener un korban. Le Kohen, il envoie promener rapidement. Si tu ne fais pas de tchouva, il n'est pas question qu'on prenne ton korban. Donc l'idée de la kapara réclame une prise de conscience. Il n'y a pas de tchouva sans prise de conscience. Yosef est obligé, premièrement. Deuxièmement, votre question est importante. Les commentateurs ont essayé d'y répondre. Ils ont donné beaucoup de réponses. Et vous dire que j'ai trouvé la réponse clé, ben je suis comme vous. Je n'ai pas trouvé de réponse clé. J'ai trouvé des réponses qui, quand on les additionne, nous donnent peut-être une idée. Mais il y a quand même quelque chose d'important. Malgré cela, c'est qu'on ne doit jamais accuser la victime d'être responsable du crime. Vous connaissez cette idée-là? Qu'on accuse la victime c'est comme aujourd'hui, c'est ce que les nations font avec nous. Ils accusent la victime d'être responsable du crime. Tout ce qui se passe dans le monde,
Tout. La Corée du Sud, la Corée du Nord, le Sud, tout. C'est vous. Ça a été voté hier à l'ONU. Tout. Il n'y a rien au monde qui ne... il n'y a rien. Tout ce qui ne va pas dans le monde et qui ne colle pas et qui ne marche pas comme il faut. La Russie, les ci, les ça, c'est vous. Mais ils reconnaissent qu'on est le centre du monde. Hein. C'est l'idée, cette idée-là, c'est une idée grave où on accuse la victime d'être responsable du crime. Ça, c'est très grave. On a une question. Pourquoi Yosef ne s'est pas fait savoir à son père pendant tout cela? C'est une question qui est grave. Elle est grave, si la question est tellement grave, ça prouve qu'il doit y avoir un très grand secret derrière ça. Parce que j'imagine que Yosef, s'il y a quelqu'un qui devait souffrir de la séparation entre lui et son père, c'est bien Yosef. Parce qu'il était Ben Zekounim, parce que son père lui faisait toutes les faveurs, parce que c'était son meilleur élève. Donc vous imaginez un peu quelle était la place de Yosef dans le cœur de Yaakov et la place de Yaakov dans le cœur de Yosef. S'il n'a pas fait, ça veut dire qu'il y a derrière ça un très grand secret. Alors il est tellement grand que jusqu'à aujourd'hui on n'a pas encore découvert. Mais néanmoins, je voudrais conclure ça en disant, mais malgré ça, c'est pas pour autant que les frères sont déchargés. On ne peut pas maintenant dire aux frères, écoutez, bon, et alors toi Yosef, pourquoi tu n'as pas fait savoir à ton père que tu étais vivant et que tu étais le roi de l'Égypte? Ça c'est une autre question. La question c'est qu'à cause de vous, et Yosef a des raisons, il peut dire, j'avais des raisons à moi. Et ces raisons, elles sont arrivées à cause de ce que vous avez fait. Si vous ne m'aviez pas vendu, j'aurais pas eu besoin de me cacher pendant 22 ans parce que je faisais partie du Mossad. Il y a un antécédent. C'est Stam, j'ai illustré ça, vous avez compris. Mais une fois que c'est arrivé, malasso. Il y a un antécédent. Non, il n'y a pas de symétrie. Il y a un antécédent à cet événement, c'est que même Yitzhak, qui avait par Roi HaKodesh, savait que Yosef était vivant. Enfin, tout au moins ce que j'ai vu. J'ai lu. Et il ne l'a pas dévoilé à Yaakov. Donc je dis qu'il y a un grand secret. Il y a un grand secret. Donc, Yosef. Il y a deux choses. Yosef a le droit à la parole, c'est Yosef. En fait. Ça pour lui, c'est son jour. Hein. C'est son être obligé. Est-ce qu'il n'y en voulait pas? Hein? Est-ce qu'il n'en voulait pas à son père? Qui? Arabe, j'ai entendu moi ça. Est-ce qu'il n'en voulait pas à son père de l'avoir envoyé auprès de ses frères? Non, c'est Première question. Deuxièmement, est-ce qu'il a laissé le temps à ses frères de faire teshuva, puisqu'immédiatement après, il leur a dit, vous n'êtes pas responsable. Il les a déresponsabilisés. J'ai entendu les deux questions, et Gabriel voulait rajouter quoi? C'est du Rav Cherki, je crois d'ailleurs. Quoi? Il avait dit qu'en réalité, vous avez pensé que c'était un complot familial contre lui. Le père compris. Et quand on lit le texte après, on s'aperçoit que tous les éléments rentrent en... c'est un brique et ça colle. Parce que quand Yosef se met à pleurer, quand il entend Yehuda lui révèle que son père n'était pas responsable. Alors à ce moment, il se met à pleurer, il comprend qu'il s'est trompé dans sa façon de penser. Donc ça conforte la question. Ouais. J'ai écouté moi ça une fois. Et après, quand on relit vraiment tous les événements, on s'aperçoit que ça s'imbrique bien dedans. Bon, les romans sur les complots, il y en a eu beaucoup. Et il faut faire très attention parce qu'on a affaire ici à des personnages qui sont animés par la volonté de servir à Kadosh Baruch Hu. On n'a pas affaire à des êtres humains qui, imaginez-vous Yosef, qui a été gâté et choyé par son père, à qui son père lui a enseigné toute la Torah, nous disent nos sages, Ben Zekunim, Bar Hakima. Et que son père fasse partie du complot d'essayer de supprimer son fils Yosef, quand, en plus de ça, il y avait une conscience profonde, Yaakov avait une conscience profonde qu'il avait mis au monde le peuple d'Israël. Les 12 fils que Yaakov a enfantés, c'est les 12 tribus.
nos sages nous disent que la plus grande catastrophe qui aurait pu arriver au peuple d'Israël, c'est si une des tribus avait disparu. Le peuple d'Israël, pour des raisons très profondes, d'ordre cosmologique, devait obligatoirement passer par les 12 tribus. Alors Yaakov aurait comme ça renoncé à ses 12 enfants, parce qu'il avait une raison pour supprimer Yosef. Tout ça, ça peut peut-être s'arranger dans les versets au niveau complot, etc. Mais dans la ma'out, dans l'essence des choses, dire qu'un père recherche la mort de son fils... Moi, j'irai pas jusqu'à dire que c'était pas une complicité dans ma question. C'était pas une complicité. Non, non. C'était le fait de l'avoir envoyé auprès de ses frères, il y avait le risque. Il y avait Donc, ça, pas dans l'esprit de vous avez complicité. raison, il y avait un risque. Nahon, vous pouvez poser la question, pourquoi est-ce que Yaakov a pris ce risque? Voilà, c'est ça. Parce que Yaakov pensait que la réussite de l'histoire humaine, ça c'est un grand enseignement de Manitou. Manitou nous avait révélé ça, on avait été... l'épine dorsale de tout le Sefer Bereshit, c'est l'idée de la fraternité. Toute l'épine dorsale de Sefer Bereshit, c'est l'idée de la fraternité. Est-ce qu'on va réussir dans le monde à réussir l'idée de la fraternité? Voilà. La question, c'est un grand point d'interrogation. Ça commence très mal entre Caïn et Hevel. Ça se continue mal entre Yitzhak et Ishmaël. Ça se continue très mal entre Yaakov et Esav. Ça se continue mal avec Yosef et ses frères. Et est-ce qu'on va réussir? Et pour réussir l'idée de la fraternité dans le monde, il faut réussir l'idée de la fraternité dans le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël endosse la responsabilité du devenir du monde. Donc Yaakov envoie, qu'est-ce qu'il envoie? Yosef, Lirot, et Shlom, et Chav. Il va envoyer à Yosef, dire écoutez, va rencontrer tes frères. C'est dangereux. Ça peut être comme ci ou comme ça. Et Yaakov est conscient de ce danger. Mais on est obligé de jouer quitte ou double. Et ça a failli mal tourner, mais ça s'est bien terminé. Parce que l'idée de la fraternité s'est réalisée dans le peuple d'Israël. Dans le peuple d'Israël, le Chumash Bereshit fait le tikkun de l'échec de la fraternité qui nous poursuit depuis que les 2 premiers frères sont nés. À la fin du Chumash Bereshit, on a réussi. Yosef retrouve ses frères, et après qu'ils aient fait tchouva, et barour que Yosef a l'intention. Et là, ça donne réponse à la question que vous aviez aussi posée à propos de... Il n'aura pas donné le temps de faire tchouva. Ils ont fait tchouva au moment où il leur a dit à Yosef. Non, Vayomer Yosef et Lechav, déjà... Zéo, Vayomer Yosef et Lechav. Nachon, Yosef dit à ses frères, c'est-à-dire il s'adresse à eux comment? En tant que frères. Vayomer, c'est là une très belle remarque de Yehuda. Vayomer Yosef et Lechav. Vayomer Yosef. On sait bien que qui sont devant lui? C'est ses frères. Mais c'est Vayomer Yosef et Lechav. Vayomer Yosef et Lechav, il leur a parlé en tant que frère et dans l'idée que apparaisse et réapparaisse la fraternité qui avait été perdue. Maintenant, il est possible que Yosef ne se soit pas, et là je donne quand même une petite réponse à Abraham. De toute façon, on l'aura l'année prochaine. Mais, Ezrat Hashem, dites Amen. Dites Amen, c'est dans votre intérêt de dire Amen. Et après, alors je donne quand même une petite réponse à Abraham, que Yosef ne s'est pas révélé à son père, parce qu'il a compris l'idée. S'il s'était révélé à son père, l'aventure de la fraternité n'aura pas été réalisée. Si tu penses si tu as compris que ça c'est l'équation incontournable, il y a une équation incontournable. L'État d'Israël aujourd'hui, l'équation incontournable c'est quoi? Non, tu ne peux pas contourner ça. Tu essayes de faire tous les calculs possibles et imaginables,
C'est-à-dire, est-ce que les gens de Tel Aviv sont prêts à être les frères des gens de Yerushalayim, les gens de Yerushalayim, les frères de Tel Aviv? Est-ce que ceux qui habitent à Kfar Saba, ils ont à 10 km du Nitnahalut, ils la connaissent ou ils la connaissent pas? Est-ce que les Mitahalim, ils font partie, Bichlal? Qui c'est cela? Je ne les connais pas, Bichlal. Ils font pas partie de mon peuple, Bichlal. Ces Mitnahalim, ils ne font pas partie de mon peuple. Ils habitent à Kfar Saba. Hein? Ah, et voilà, Chaz v'shalom. Zéo, kol hakavod. Et Yosef, il a compris que c'était l'équation. Dans le cas contraire aussi, d'ailleurs. Il a compris que c'était l'équation. Alors, pendant 22 ans, il s'est retenu comme ça pour ne pas parler à son père. Parce que son père lui a dit, écoute, moi, je t'envoie rencontrer tes frères. Tant que tu les as pas rencontrés, c'est pas besoin de venir. Ne reviens pas à la maison. Mais l'intention de... Ça a pris 22 ans. Nous, ça nous a pris 2000 ans. Pas beaucoup. Lui, ça lui a pris 22 ans. Nous, ça nous a pris 2000 ans. Et encore. Et on n'a pas fini. Non, donc quoi? Mais alors voilà, vous voulez la réponse? Alors voilà la réponse. C'est que Yosef, il a compris que ce n'était pas une histoire d'aller se promener de Hebron jusqu'à Shrem. Va te promener jusqu'à Shrem. Mais c'est dangereux. Rends-toi compte d'aller de Hebron à Shrem. C'est dangereux. C'est une mission. Son père lui a dit, il faut que tu rencontres tes frères. Et tu les rencontres tes frères dans quelle occasion? Dans une situation où on va jouer quitte ou double. Pas à la maison quand papa est là, il dit à tous ses enfants, tout le monde autour de la table, et attention à celui qui bouge. Quand on est autour de la table avec Yaakov en tête de table, je vous assure que personne ne bougeait. Qui peut bouger en face de Yaakov. Mais qu'est-ce que Yaakov a voulu? Il a voulu que la fraternité entre ses frères, qui devait préparer toute l'histoire du peuple d'Israël à travers toutes les générations jusqu'à la fin des temps, parce que l'histoire des Havot, c'est préparer l'histoire d'Israël jusqu'à la fin des temps. Ils doivent mettre en embryon toute l'histoire d'Israël jusqu'à la fin des temps. Alors Yaakov dit à Yosef, et ne reviens pas avant que tu reviennes avec tes frères. Alors il revient à la maison, et qu'est-ce qu'on dit à Yaakov? On est revenu sans notre frère. Alors Yaakov dit, ah, j'ai compris. Et alors? Et Yosef, il est en Égypte sans ses frères. Les frères sont sans Yosef, Yosef est sans ses frères, et chacun attend quoi? Qu'est-ce qu'il attend? L'unité. Mais il attend la paracha. Qu'est-ce qu'il attend? Depuis 22 ans, ils attendent la paracha. Ça fait 22 ans qu'ils attendent la paracha. Pendant 22 ans, ils attendent ça. Et ils se rencontrent. Et Yosef leur dit, ah, c'est vous. Eh bien voilà, on se rencontre. Et comment on va se rencontrer? Comment va se passer notre rencontre? Là, c'est un moment terrible. C'est ce que nos sages nous disent. Imagine-toi le moment qu'il y a eu à ce moment-là. C'est pas, ah, je suis Yosef, vous voulez un petit café? Mais je sais pas, les cieux se sont ouverts à ce moment-là. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu du moment. C'est pas le mot dramatique, il convient même pas. Il y a eu quelque chose une explosion atomique à ce moment-là qui s'est passée. Parce que c'est la rencontre de Yosef avec ses frères. Et est-ce qu'on va réussir ou est-ce qu'on va échouer? Et Yosef, il comprend tout de suite l'histoire. Et il leur dit, bon, vous avez réalisé? Oui. Alors maintenant, je vais vous révéler un secret. C'est pas de votre faute. Tout ce qui est arrivé, c'était pour nous aider à arriver à ce moment-là. Tout ce qui est arrivé, y compris votre idée un peu saugrenue, de l'avoir voulu tuer votre frère, de l'avoir vendu à n'importe qui par des gens qui passaient là, qui allaient par hasard en Égypte. Et ensuite, je me suis trouvé en Égypte et je vais vous raconter toute mon histoire entre-temps. Vous n'alliez pas y croire d'ailleurs. Comment les choses se sont agencées, de telle façon que finalement, Yosef, un gosse de 17 ans, circoncis, vendu en Égypte, avec la femme de Potiphar qui le regarde tous les jours par la fenêtre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Hollywood. C'est pire que l'Amérique. On aurait pu faire un film d'ailleurs.
Ouais, mais c'est terrible, c'est terrible. Et un gosse de 17 ans, il y a une femme tous les jours qui le regarde par le trou de la serrure et lui demande, mais quand est-ce qu'il va me tomber dans les bras, celui-là? Et Yosef résiste à tout cela et il arrive à passer et à rester Yosef Hatzadik incompréhensible. C'est incompréhensible. Et il attend ce moment-là et quand il voit ses frères, Yosef, il a compris, il dit, mais j'ai bien compris, Akadosh Baruch Hu, petit clin d'œil, hein, tu l'as joué, ça a été le beau jeu cette fois-ci, un petit clin d'œil. 22 ans comme ça pour qu'on arrive à ce moment-là. Et Yosef, il a compris l'idée de son père, il a compris au moment même où ses frères ont voulu le tuer, j'ai compris, quand il rencontre là-bas un homme, à Shrem, vous lisez la Bible? Oui. Il rencontre un homme. C'est qui cet homme? C'est le malach Gabriel. Il est là. Je n'ai pas dit le malach. Gabriel qui est là. Enfin, il rencontre le malach Gabriel. Et le malach Gabriel, comme s'il ne savait pas de quoi il s'agissait, lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Mais c'est incroyable ce que la Bible nous raconte. Le malach Gabriel, il le rencontre. Il est habillé, il a une gandoura. Il lui dit, comment est-ce que tu fais ici? Bien, je suis venu chercher mes frères. Ah, tu es venu chercher tes frères. Ben, écoute, je vais te dire la vérité, tes frères, ils n'ont pas l'intention de te rencontrer en tant que frère. Et Yosef, il a tout de suite compris ce que son père voulait de lui. C'est pas un complot, c'est le contraire, c'est un défi. En réalité, ce que Yaakov demande de son fils, c'est de relever le défi. Et ça nous arrive sous les yeux maintenant. Akadosh Baruch Hu, vous avez entendu ce qui s'est passé cette semaine à propos des enfants des Yaldé Théman? Vous n'êtes pas au courant. Vous savez de quoi il s'agit? Vous savez ou pas? Vous savez, oui. Il y a eu, au début de la création de l'État d'Israël, dans les années 50, des tas d'enfants, des juifs yéménites, qui ont disparu. Vous connaissez l'histoire? Vous avez entendu parler de ça. Cette semaine, ils ont révélé que l'État d'Israël, avec son chef d'État à la tête, a décidé de reconnaître la responsabilité de l'État dans cette affaire. Mais c'est une bombe atomique, ça. Jusqu'à présent, ils n'ont pas voulu reconnaître. Tout était secret dans des dossiers qui étaient entourés, qui étaient enterrés à 250 mètres sous terre. Et aujourd'hui, il n'y a plus le choix. Mais ça, c'est un tikkun énorme. C'est l'histoire. C'est l'histoire de Yosef. C'est vrai. Nous, on connaît une famille, 2 enfants ont disparu. On connaît une famille, 2 enfants ont disparu. Ils leur faisaient croire qu'ils étaient morts. Ils nous l'ont raconté, témoignage direct. Ils nous ont raconté, témoignage direct. Et dans quel but, enfin? Dans le but de quoi? Ah, vous savez pas? Ils donnaient ses enfants à des familles qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Mais il y a une histoire terrible. Et c'était un des secrets d'État, je ne sais pas qu'est-ce qui était plus secret. L'histoire de la bombe atomique ou l'histoire des enfants des Yéménites. Qu'est-ce qui était plus secret, je ne sais pas le plus. Celui qui a essayé, une fois il y a quelqu'un qui a essayé de commencer à parler de ça et révéler ça, il a disparu. À la Macom, il a disparu. Mais et regardez quand ça se passe. À quel paracha c'est arrivé. Mais c'est incroyable. Mais c'est un tikkun. Jusqu'à présent, non, on ne connaît pas, on n'a jamais entendu parler de ça, on ne sait pas. Mais quoi, il y a des dizaines et des centaines de familles qui disent que les enfants ont disparu. On leur dit, une fois il y a quelqu'un qui a raconté qu'il est arrivé, on lui a dit, ouais, on est désolé de vous apprendre, la mort du bébé. Ah oui? Mais il était en bonne santé? Non, il est mort du bébé. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? On va l'enterrer. Alors il dit, je veux venir. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Ils ont dit, c'est là qu'on enterre les trucs comme ça, dans une forêt. Alors, soi-disant, ils sont allés avec lui dans la forêt. Il s'est retrouvé tout seul au milieu de la forêt, sans personne. Tout le monde avait disparu.
C'est une histoire terrible. Mais c'est ça notre travail. Ça, Yosef, il a compris ce qu'il réclame de lui, Yaakov. Il lui dit, tu comprends pas, on ne pourra pas. C'est comme ça que se termine tout le Chumash Bereshit. Pourquoi? Parce que le Chumash Bereshit, c'est la mise en place du monde, de l'humanité et d'Israël. Vous avez compris? La création du monde, l'apparition des nations et Israël. Comment ça doit se terminer? Que le Ham Israël réussit à faire apparaître l'idée de la fraternité. Et c'est comme ça que le Chumash Bereshit va se terminer, se conclure. Donc, maintenant, on est sûr que à la fin des temps, ça apparaîtra. Zéou. Parce que le Ham Israël, alors on repasse par ces épreuves. On repasse par ces épreuves. On passe par ces épreuves et on doit surmonter. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Dans quel pays vous entendez une chose pareille? Qu'on reconnaît la responsabilité morale d'une faute aussi énorme que cela. Et les gens qui reconnaissent la faute, c'est pas eux qui ont fauté. Vous avez compris? Parce que ceux qui ont fauté, probablement, ils sont déjà plus là. Parce que tant qu'ils étaient là, on faisait tout pour pas que ça se sache. C'est Nora. Ah ben, on y arrive. On travaille là-dessus. Et Yosef, il a compris. Il n'a pas compris qu'il y avait un complot. Non, le contraire. Il a compris que son père l'envoyait en mission. Alors Yosef a dit, tant que je n'ai pas réalisé ma mission, mais si je me révèle, si je révèle à mon père, mais on n'a rien fait. Il faut tout recommencer. Si je dis à mon père que je suis vivant, il faut tout recommencer. Aouda. Elle aurait pu se terminer mal. Hein? Elle aurait pu se terminer mal, la mission. Nahon. Mais on a des missions périlleuses, monsieur. Le peuple dit, vous voyez pas que Akadosh Baruch Hu, il nous met dans des endroits un peu dangereux? Il dit, écoutez, il faut réussir l'histoire de l'humanité. Alors je vais vous mettre un endroit très calme, où, a priori, vous ne pourrez pas tenir une seconde. Voilà. Ça aurait pu, tout peut se terminer très mal. L'histoire d'Israël n'aurait pas pu, que Dieu nous préserve, se terminer mal. Après l'Inquisition et la Shoah, ça aurait pu se terminer très mal. Comme ça, déjà, on en est ressorti avec des cicatrices. Tout peut se terminer très mal. Tout. Pourquoi aujourd'hui? Mais Barour, que le Ham Israël il a reçu des missions très périlleuses. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est ou tout le bien ou tout le mal. C'est un enseignement qui est très important, ce que je viens de vous dire. C'est ou tout le bien ou tout le mal. Il peut pas y avoir le milieu, c'est quiche-couche, comme on dit chez nous. C'est quiche-couche. C'est quiche-couche. Au milieu, c'est quiche-couche. Ou tout le bien ou tout le mal. Choisira Bibi. Le mal finira par disparaître et le bien finira par rester. Pour ça, il faut qu'il y ait que le choix entre tout le bien ou tout le mal. Et maintenant, dans le monde, voilà. Même le président des États-Unis dit, je veux la liste de tous ceux qui ont voté contre. Zéro, il n'y a plus, tu décides. Qui ont voté pour. Pardon? Qui ont voté pour. Qui ont voté pour, qui ont voté pour, contre. Ça revient en même chose, d'après moi. En mathématiques, ça revient en même chose. Alors, pourquoi ça? Parce que zéro, il faut choisir ton camp. Yalla, daï, ça suffit. Je suis pour, mais à condition que... Yalla, ça suffit. Tu es pour ou tu es contre? Nigmar, c'est pour. Tu es pour le bien ou tu es pour le mal? Tu es pour les fous qui veulent faire sauter la planète ou tu es pour ceux qui veulent sauver la planète? Décide. Kol atov ou kol hara. Zéou. Anachnu be'at